Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 5 septembre 2023. Alors, 200 tankistes ukrainiens ont terminé leur formation sur les chars Abrams et on devrait voir ces chars en Ukraine sur la deuxième quinzaine de septembre. L'armée ukrainienne ne possède plus assez de prisonniers russes pour pouvoir procéder à d'importants échanges de prisonniers. Donc c'est une source ukrainienne. Les États-Unis devraient livrer prochainement des munitions anti-chars à l'uranium appauvri, mais cela reste encore à confirmer. Le ministre ukrainien de la Défense Reznikov a été remplacé par Umerov. Un Mi-24 polonais a violé la frontière biélorusse pendant un court laps de temps. Et enfin, l'ONU ne dispose pas de preuves suffisantes pour affirmer qu'un génocide a lieu en Ukraine. Alors maintenant, sur le terrain, on va commencer alors avec les attaques de drones ukrainiens. Dans la région de Pskov, donc qui est ici, donc à la frontière de l'Estonie et de la Lettonie, un aérodrome militaire donc russe a été visé par des drones ukrainiens. 4 Ilyushin 76 russes ont été touchés par des bombes larguées depuis ces drones. Donc ce sont des drones de petite taille, avec un faible rayon d'action. Donc 2 Ilyushin 76 ont été endommagés et 2 autres ont été détruits suite aux explosions et à l'incendie qui s'est déclenché. Sur l'aérodrome de Bryansk, donc Bryansk c'est davantage proche de l'Ukraine, ici une usine de composants microélectroniques a également été touchée par les drones. Sur Kaluga, donc, qui se situe au sud-ouest de Moscou, ici exactement, une raffinerie de pétrole a été touchée. Et enfin sur Ryazan, donc qui est ici, il y a eu une tentative d'attaque sur l'aérodrome sans succès. Ensuite, sur le terrain même, donc en Ukraine, sur le front de Louhansk, on va commencer avec Kupiansk. Ici, une contre-attaque locale ukrainienne a été lancée donc à l'est de Sinkivka, ici, dans ce secteur. Ce qui a généré ici donc de nombreux combats. Sans information sur le résultat de cette attaque, je laisse cette zone dans la zone grise. Également des combats rapportés sur les villages de Kisilivka, également sur Kotlyarivka. On continue un petit peu plus au sud, dans le secteur de Karmazinivka, ici, au sud-est de Novogéorivka. Les Russes ont repris du terrain donc cette dernière semaine. Et ces derniers ont également repris du terrain dans la forêt au sud de Kremina, dans ce secteur exactement. Dans la région de Siversk, donc au sud-est de Bilorivka, il y a ce complexe industriel qui était sous contrôle des Russes la semaine dernière. Ici, les Ukrainiens ont lancé une attaque et ce complexe est maintenant disputé. Sur Spirné, ici, un petit peu plus au sud, il y a des incendies suite au bombardement de ces derniers jours. Et la ville est toujours disputée, aucune des deux armées ne contrôle la localité. Ensuite, dans la région de Bakhmut, alors on va commencer avec le secteur de Kramatorsk, donc qui est ici. 2 Mi-8 ukrainiens se sont crashés, donc 6 membres d'équipage ont été donc tués. Alors selon les sources ukrainiennes, les circonstances sont inconnues. Et selon les sources russes, il s'agit donc d'un Sukhoi 35 qui aurait abattu les 2 hélicoptères. Sur le front même de Bakhmut, on a noté 3 reconnaissances en force des Ukrainiens, donc notamment au sud de Razodivka, mais également dans le secteur de Zalininskie et au nord de Klishivka, donc entre Bakhmut et ce village. Sans succès apparent. En parlant de Klishivka, ici les Ukrainiens ont progressé dans le village cette dernière semaine. Donc, vous voyez la zone orangée ici, puisque les combats maintenant ont lieu un peu plus au nord du village, donc dans ce secteur. Donc, certaines sources ukrainiennes affirment déjà que le village est sous leur contrôle, mais j'attends encore une confirmation visuelle pour pouvoir modifier la carte. Donc voilà, pour Klishivka. Ensuite, à l'ouest de Bakhmut, et plus précisément au nord-est de Pokrovsk, ici, un train de munitions ukrainien a été bombardé et détruit
par une frappe de précision russe. Donc la vidéo est en description, hein. Toutes les informations que je vous donne, tout est documenté en description de la vidéo. On continue sur la ligne de front, dans la région de Donetsk. Alors les combats positionnels continuent donc sur Avdiivka. Donc même s'il n'y a aucune modification sur la carte, il y a toujours d'importants combats et bombardements de part et d'autre dans ce secteur. Sur Marinka, on note cette dernière semaine une progression russe dans le centre-ville, ici, où ils ont repris plusieurs pâtés de maison. Et sur Vuhledar, pas de modification donc cette dernière semaine, ce qui nous emmène maintenant sur le front de Zaporizhia. Alors on va commencer avec l'Est. Donc il n'y a pas de modification donc, dans le secteur de Urozhaïne, ici. Par contre, à l'est de ce village, après une préparation d'artillerie, les Ukrainiens sont passés à l'offensive. Donc cette offensive vise les villages de Novodonetsk, également de Novomayorske. Donc il y a des combats actuellement sur ces deux localités, qui sont donc disputés. On se déplace maintenant dans le secteur de Orikhiv, ici, plus au sud, sur le village de Robotine. Dans ce secteur, les Russes ont reçu des renforts de la 76e division. Alors ils devraient recevoir 3 régiments. Pour l'instant, uniquement le 104e est arrivé donc, sur zone. Et il devrait être suivi par 2 autres régiments. Et donc tous ces régiments de parachutistes russes sont en provenance du secteur de Kremina. Alors sur Verbovier, ici, il y a une progression ukrainienne donc cette dernière semaine, ici. Une unité de la 82e brigade ukrainienne a été géolocalisée à l'entrée du village de Verbovier, ici, donc ce qui implique qu'il y a eu un franchissement de la ligne Surovikine, donc c'est la première ligne Surovikine que l'on voit ici matérialisée. Donc cela a eu lieu donc, le 30 août. Les forces ukrainiennes donc, se concentrent pour pouvoir exploiter donc, cette brèche dans la défense russe. Mais ces derniers ne restent pas inactifs puisque l'artillerie et l'aviation russe bombardent tous les regroupements de forces ukrainiennes dans ce secteur ici. Donc une fois de plus, de nouveaux matériels de l'OTAN ont été détruits ces dernières semaines. Donc on constate également que l'Ukraine utilise moins les Léopard 2. Et certains de ces chars continuent à être détruits. Et en parlant de chars détruits, on a pu documenter donc cette dernière semaine la destruction du premier Challenger 2 britannique. La vidéo est bien entendu en description, mais ça n'a pas encore été géolocalisé. Et je pense que ça a été dans le secteur Verbovier, ici. Puisque c'est le secteur qui a été assigné à la 82e brigade ukrainienne, qui pour rappel comprend ces chars britanniques, ainsi que les Strykers. Donc la bataille pour le village de Verbovier devrait intervenir sous peu. Donc voilà pour le secteur donc, de Orikhiv. On se dirige maintenant sur le front donc, de Kherson. Dans cette région, on note toujours une présence ukrainienne au sud du pont Antonovsky, sur la commune de Dachi, donc ici exactement. Et un drapeau ukrainien a été hissé sur une maison dans le plus au sud, donc ce qui implique que tout ce secteur est maintenant sous contrôle des Ukrainiens. Ces derniers sont toujours bombardés régulièrement par l'artillerie et l'aviation russe. Alors maintenant je parle au conditionnel puisqu'il y aurait une nouvelle tête de pont ukrainienne en face du village de Sadovier, ici. Alors je mets un point d'interrogation, parce que ça n'a pas été documenté visuellement, et une seule source parle de cette tête de pont, source russe, curieusement, mais ça n'a pas été confirmé donc, depuis, donc je laisse un point d'interrogation pour ce secteur. Et enfin, on a pu également voir une nouvelle vidéo d'un Bayraktar TB2, donc vidéos qui sont de plus en plus rares, où on voit donc ce drone détruire une embarcation russe sur le Dniepr, donc ici sur le front de Kherson. Donc ces drones se contentent maintenant davantage d'observation et plutôt un rôle défensif, puisque les Ukrainiens en ont perdu énormément dans les phases offensives, et ils s'en servent également pour guider d'autres drones. Donc voilà pour la région de Kherson. Ensuite sur Odessa, ici il y a eu plusieurs raids de drones kamikazes, donc Geran, qui ont frappé les villes d'Odessa, mais également le port de Reni. Le port de Reni qui est ici,
et également le port de Ismaël, à la frontière avec la Roumanie. Donc même si la plupart de ces drones ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, certains ont atteint leurs objectifs. Et en parlant de la Roumanie, un des Guéran est tombé donc, en Roumanie, et les autorités roumaines ont annoncé que rien d'important n'avait explosé. En Crimée, ici, il y a eu plusieurs tentatives de débarquement ukrainien dans la péninsule, donc au nord-ouest, ici. Une de ces tentatives a impliqué 9 vedettes rapides ukrainiennes. Entre 2 et 4 ont été détruites par des Sukhoi 24 et des MiG-29 russes, et le reste a fait demi-tour. Donc les Ukrainiens tentent toujours une opération de débarquement dans ce secteur. Et enfin sur le pont de Kerch, pont de Crimée, ici, 3 drones navals ont attaqué un patrouilleur russe dans ce secteur, et ce dernier les a tous détruits. Donc voilà pour les informations au 5 septembre 2023. Donc en résumé, sur le front de Luhansk, il y a eu quelques modifications sur la carte, mais il n'y a pas de percée significative. Sur Bakhmut, on note une importante progression ukrainienne dans le village de Klishivka. Dans la région de Donetsk, les Russes ont avancé dans le centre-ville de Marinka. Sur le front de Zaporizhia, alors dans le secteur de Urozaine à l'est, les Ukrainiens sont passés à l'offensive sur 2 villages. Plus à l'ouest, dans le secteur de Robotyne, des combats ont lieu sur la ligne Surovikine, et un groupe de combats ukrainiens a même franchi cette ligne en direction de Verbovier. On a également pu documenter la destruction d'un premier Challenger 2 britannique, et c'est la première fois que ce char est détruit au combat dans son histoire. Dans la région d'Odessa, il y a eu des bombardements donc sur les ports de Odessa, de Reni et de Ismaël. En Crimée, il y a eu d'autres tentatives de débarquement ukrainiennes au nord-ouest de la péninsule, sans succès pour l'instant. Ensuite, j'ai lu donc vos commentaires. Il y a de nombreuses critiques sur l'aspect civil du conflit, donc j'en suis désolé. Mais c'est vrai que je ne parle très peu des dégâts sur les installations civiles. Alors pourquoi ? Parce que ça prend beaucoup de temps pour documenter une vidéo. C'est vrai que le but de cette vidéo, c'est se focaliser sur la ligne de front d'un conflit. Si je devais également documenter toutes les attaques et toutes les destructions civiles sur ce conflit, ça prendrait une autre vidéo, à peu près d'une même longueur, puisque de nombreuses villes, hélas, sont soumises à des destructions. Les civils perdent leur vie. Donc j'en suis désolé de ne pas pouvoir le documenter, faute de temps. Mais bon, c'est un choix à assumer de la chaîne, de se concentrer uniquement sur les aspects militaires, et notamment sur l'évolution de la ligne de front, qui est vraiment le focus principal. Mais vous pouvez tout à fait trouver d'autres chaînes qui documentent ces pertes civiles. Ensuite, il y a eu des questions sur les dons qui sont faits donc à la chaîne. Donc ça, tout le monde peut voir combien la chaîne gagne, puisque sur la page publique de Patreon, vous avez le montant ici, donc par mois, qui est donc donné par les auditeurs. C'est pareil sur Tipeee, vous avez également les dons qui sont collectés tous les mois. Donc ça c'est totalement transparent, vous pouvez vous y rendre sur la page publique et contrôler quand vous le voulez. Et sur les données analytiques sur la chaîne YouTube, donc la chaîne est monétisée depuis le mois d'août, et les revenus estimés pour l'instant sont à 1,15 €. Donc voilà, vous avez donc toutes les informations sur les dons. D'ailleurs, je remercie encore l'ensemble des auditeurs, les donateurs, mais également tous ceux qui supportent cette chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à très bientôt.